nous. On va donc évoquer la première thématique. Vous en avez convenu, très cher monsieur, sur le plateau. Nous revenons donc autour de cette tournée d'Emmanuel Macron, la toute première sur le continent africain au lendemain de son élection, mais surtout de la perte donc de la majorité au sein du Parlement français. Une tournée qui a démarré par le Cameroun, ensuite par le Bénin pour se terminer du côté de la Guinée-Bissau. Toujours est-il que tout le monde s'accorde à dire que pour cette visite-là, le président Emmanuel Macron est donc rentré purement et simplement bredouille. Pourquoi? Pourtant, il est venu avec un certain nombre d'hommes d'affaires dans sa valise, avec un certain nombre, avec eh bien, une suite de personnalités qui devrait lui permettre clairement de bousculer les choses, que ce soit du côté du Cameroun où la coopération entre la France et le Cameroun a été clairement au centre des débats. 40% c'était encore les taux des marchés qu'avait la France à une certaine époque. Aujourd'hui, ça frôle quasiment moins de 9%. Pourquoi? La question a été posée au président Paul Biya qui, avec un peu plus de justesse et de technique, puisque, eh bien, maîtrisant les arcanes et clairement ces questions de géopolitique, eh bien, a renvoyé clairement les uns et les autres à refaire tout simplement leurs affaires et pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que la France n'avait plus pignon sur rue en termes de coopération sur le continent africain. Célestin Diamène, je vous retrouve donc pour tenter de comprendre. Eh bien, est-ce que cette visite et pour tenter de comprendre pourquoi Macron est clairement rentré bredouille sur le continent africain, est-ce davantage à cause du ton paternaliste dont il se revendique ou alors l'arrogance avec laquelle il semble clairement appuyer, on va dire, son discours sur le continent africain, ou alors c'est davantage le fait que l'Afrique aujourd'hui est résolument tournée à la quête d'autres partenaires. Vous êtes un homme politique très averti. Merci infiniment de nous retrouver, Célestin. Bonsoir. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci à tous et merci Fabrice pour l'invitation. Sur votre question, avant de se demander pourquoi M. Macron est rentré bredouille, il faut déjà se poser la question qu'est-ce qu'il est venu chercher. Évidemment, vous connaissez le contexte mondial. Il se trouve que la guerre OTAN-Russie, j'évite de dire Ukraine-Russie, parce qu'en vérité, c'est une guerre qui oppose l'OTAN à la Russie, en vérité, par Zelensky superposé. Donc, qu'est-ce qu'il est venu chercher en Afrique, dans ce contexte-là? Il est évident que, pour ce qui concerne par exemple le Cameroun, il y a eu en pleine guerre signature des accords militaires. Renouvellement d'ailleurs, pas signature, parce que c'était un renouvellement en vérité avec la Russie. Et la France, les États-Unis notamment, qui ont pensé que le Cameroun lui était acquis, s'en est offusqué lourdement. Et je pense qu'au regard de ce qui s'est passé en Centrafrique et au Mali, Macron s'est dit, peut-être que le Cameroun est encore rattrapable, est encore maîtrisable. Donc venons tenter d'éliminer, de stopper la saignée. Donc, en fait, il venait se rassurer que, d'ailleurs, quand vous regardez les questions de RFI et des journalistes de RFI au président de la République, Paul Biya, c'est deux questions fondamentales. Est-ce qu'il condamne ce qui se passe à la Russie? Est-ce qu'il entend continuer en tant que futur président? Il veut renouveler son mandat. C'est deux questions fondamentales qui ont été préparées par la France, qui ont été distillées aux journalistes, qu'il fallait avoir la position en mondovision du président Paul Biya. Heureusement que ce grand patriarche a eu la sagesse de répondre avec beaucoup de subtilité. Sur la première question, Monsieur le Président, est-ce que vous condamnez les actes, le comportement de la Russie en Ukraine? Il a dit, mais écoutez, il y a la gestion diplomatique des relations depuis très longtemps. Le Cameroun est partenaire de la Russie depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous pensons que cette histoire va se régler par le dialogue et la compréhension mutuelle. Il ne condamne pas la pénétration de la Russie en Ukraine. C'est important de le souligner. Macron attendait quoi du président de la République? Qu'il condamne, entre guillemets, l'acte d'invasion, comme le dit Macron, de la Russie vers l'Ukraine. Il ne l'a pas fait. Première bredouille. Le mars dernier, le Cameroun avait clairement évité de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est tout ceci qui amène Macron, en ce voyage au Cameroun, pour en avoir le cœur net. Il veut en quelque sorte piéger en mondovision, par l'entretien tête-à-tête, en mondovision, le président Paul Biya, qui a surfé, qui a évité la question, la réponse que Macron attendait.
Ils pensent que le dialogue va venir à bout de cette question, cette guerre. Il s'arrête là. Donc Macron est déçu, évidemment. Il est déçu. Deuxièmement, comme il a montré sa grande ruse vis-à-vis des puissances occidentales, est-ce qu'il entend encore briguer un nouveau mandat pour être de nouveau à la tête du Cameroun? Là encore, il surfe. Il évite la réponse. Enfin, il donne une réponse qui est la sienne. C'est-à-dire que, écoutez, je suis encore en cours de mandat. Revenez quand le mandat sera terminé et vous saurez à ce moment-là si je suis candidat ou si je rentre au village. Vous voyez que il ne peut être déçu. Mais je vous dis par là que, tout à l'heure, Patient a dit le sentiment anti-français se justifiait parce qu'il y a une brutalité dans les méthodes, il y a une manière de faire qui est condescendante. Mais non! La colonisation est déjà un principe fondamentalement répréhensible. Tout à fait. C'est-à-dire, à l'origine, avant-hier, et même aujourd'hui et demain, la France ne voudrait être en Afrique que pour des raisons purement d'exploitation économique et industrielle. Vous le savez. C'est même une manière de parler quand on parle de sentiment, parce qu'on est un peu gentil, sentiment anti-français. Mais non. Quand les gens viennent chez vous, imposent au franc CFA, envoient les casques bleus pour coopérer avec les terroristes, et en profitant pour piller votre sous-sol, vous appelez ça quoi? C'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Vous croyez qu'on chasse les troupes de Barkhane de Takuba, pourquoi? Parce que la France, avec l'appui de la MINUSMA, coopérait pour piller l'or malien. Vous le savez très bien. Tout à fait. Vous le savez très bien. Donc la France n'a jamais été en Afrique, francophone en tout cas, pour les beaux yeux, pour les yeux de Chimène. Non. Donc ce sentiment anti-français, c'est une manière plus ou moins convenable de parler. Mais dans le fond, la colonisation, dans son essence, est par définition méprisante pour l'être humain. Pourquoi Macron reconnaît que la colonisation est un crime contre l'humanité en Algérie, 2017, il ne dit pas clairement en Afrique noire. Il doit le dire. Ce qu'on attend de la France, on n'a pas de revendication à faire, parce que ce n'est pas notre père, ce n'est pas notre tuteur. C'est terminé la colonie, c'est terminé la tutelle, c'est terminé le mandat. Ce qu'on leur souhaite pour leur bonheur, pour leur moralité, c'est de se repentir sur les crimes qu'ils ont commis en Afrique. On n'a pas besoin de coopérer en dehors des coopérations internationales normales. On n'a pas besoin d'une coopération particulière avec la France. Pas besoin. C'est pas Foucault qui a dit que la France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. De Gaulle, enfin, c'était le bras armé, le bras gauche ou le bras droit de Gaulle. C'est la même chose. Oui, le Barbouze. Donc, je vous dis, quand un pays vous envahit et vient mettre ses troupes dans votre pays, pille vos ressources, elle ne vous veut pas du bien. On n'a pas besoin d'un autre sentiment. Vous devez dégager. Je parle d'un pays dans lequel j'ai vécu. Mais il faut respecter les États, les peuples et les nations. Les Romains ont envahi la Gaule au 8e siècle. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont tout fait pour essayer de bouter les Romains de l'extérieur. Quand Hitler a envahi la France en 1940, il y a eu une résistance, les Jean Moulin, etc. Ils voulaient leur originalité, ils voulaient leur authenticité, ils voulaient leur indépendance. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'extérieur pour venir coaliser et dégager Hitler. Mais nous, en Afrique, c'est pareil. On ne veut pas d'une tutelle, fût-elle de la France. Nous n'en voulons pas. Parce que eux, ils nous considèrent comme des grands enfants. On mérite toujours le tutorat, la tutelle, tout le temps. On a des enfants. C'est pour ça que je dis que même avec la Russie, que nous respectons, parce que c'est un pays qui a un passé respectable. Ils ont toujours su respecter les peuples. Ils n'ont jamais colonisé personne. Ils n'ont esclavagisé personne. Cependant, l'autonomie, l'indépendance africaine, n'est liée à aucun État, fût-il la Russie. Je veux dire quoi par là? Sur le plan tactique, on a besoin d'un partenaire puissant. Disons les choses comme elles sont. Pour nous aider, peut-être, à nous former militairement, à amasser l'expérience militaire. Parce que l'indépendance militaire nous pose problème. Regardez comment ils ont enlevé Gbagbo comme un poulet en 2011 de son palais présidentiel, de son bunker. Ils peuvent enlever Poutine comme ça? Ils peuvent enlever, parce que Biden a dit, il fallait destituer Poutine. Il fallait le condamner, lancer un mandat contre lui, l'enlever. Ils ne peuvent pas le faire, évidemment. C'est une évidence qu'ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est la Russie, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire en 2011 peut arriver à n'importe quel État africain.
Si Guterres se coalise avec Macron et avec Johnson Boris, qui veulent enlever un président africain, ils vont faire le même scénario qu'en 2011. On n'a pas d'indépendance militaire, ni sécuritaire. On n'a pas. Ils peuvent rentrer dans un pays avec un faux mandat de l'ONU, ou même sans mandat d'ailleurs, ce que Bush a fait avec Kadhafi en 2011, et avant lui, Reagan, sans mandat de l'ONU, sans résolution de l'ONU. C'était M. Obama. Non, c'était Obama, c'est une chose. Reagan, c'est en 86. Des gens qui bombardent Tripoli et Benghazi. Rappelez-vous, une des filles de Kadhafi en est morte d'ailleurs. Ils ont raté de peu Kadhafi. Mais ils sont entrés sans aucun mandat. Ils se considèrent comme les maîtres du monde. Nous, Africains, panafricanistes, nous avons une mission, c'est de tout faire pour acquérir l'indépendance, à la fois militaire, technologique, diplomatique et politique, et bien sûr économique. La Russie, c'est un ami de route. Hein, on chemine pour l'instant. Mais on a notre idée. Notre idée, c'est l'indépendance totale. Comme disait Nkrumah, la libération totale de l'Afrique. Donc moi, je dis que je n'ai pas besoin d'avoir un sentiment anti-français. Il est naturel que quand l'invité, quand quelqu'un vient chez vous, il vient parce que vous l'invitez. Si vous ne voulez plus de lui, vous l'invitez à repartir. Tout simplement. Nous invitons la France à quitter l'Afrique et rentrer dans un cadre normatif des relations internationales. Parce qu'ils ont des intérêts colossaux. Colossaux. Je ne veux même pas rajouter la question du CFA. Les comptes d'opération continuent à exister à l'heure où je vous parle. Le CFA, malheureusement, est encore arrimé, non pas à l'euro officiellement, mais d'abord au franc français, qui est mort depuis très longtemps, depuis 2000, depuis 23 ans. Et nous continuons à verser des redevances pour garantir la parité franc CFA euro. L'Afrique, en contrepartie, verse une redevance qui s'élève à des milliers de milliards au trésor public français et pas la BCE. Et pas la BCE. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui même, vous avez vu au Cameroun récemment la pénurie du carburant. Pour acheter des quantités de carburant, il faut des devises en dollars. En dollars. Or, nous sommes déficitaires au niveau des comptes d'opération. En euros. En euros. Où est-ce qu'on prend l'argent pour acheter du carburant? Il faut se saigner. Tout ça à cause d'un pays, la France. D'accord. Mais tout ça, ce n'est pas pour dire qu'on se défausse sur la France. Car l'Afrique elle-même doit réinventer son avenir pour redevenir ce qu'elle a toujours été. Et le problème, c'est quoi? Elle est plus mentale, mon cher Fabrice, qu'autre chose. On a oublié notre mémoire, notre passé. L'Égypte, on a oublié que l'Égypte était une Égypte noire, qui était l'équivalent de la Chine ou des États-Unis d'aujourd'hui. C'était ça l'Égypte des Noirs. On doit redevenir ce qu'on a été. Aujourd'hui, les Occidentaux viennent, ils effacent la mémoire. Ils écrivent des bouquins pour nous, ils rentrent dans nos programmes scolaires, il faut nous orienter dans notre schéma neuronal, nous formater intellectuellement, et nous pensons que nous devons tout d'eux. Nous attendons tout d'eux. On consomme, on ne produit rien, à part les matières brutes, on ne produit rien. Pour chuter, Célestin. Pour chuter, je dirais que l'Afrique doit s'émanciper d'abord à travers une prise de conscience. Kwame Nkrumah ne parlait pas d'économie. Il parlait d'abord de l'éveil de la conscience, il parlait de l'unité africaine. Parce que si on n'est pas consciemment, intellectuellement éveillé, pour prendre conscience que nous pouvons faire autant, si ce n'est plus que cette puissance-là, on ne parle nulle part. On va continuer à acheter des armes, à acheter des voitures de l'extérieur, à acheter des vélos, des motos, des produits, des caméras qui viennent de l'extérieur. Nous-mêmes, on doit créer, on doit inventer. D'accord. Technologie, on n'y est pas. Diplomatie, on n'y est pas. Militaire, équipement militaire, on n'y est pas. Politique, on n'y est pas. Industrie, on n'y est pas. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on s'éveille sur le plan industriel. Parce que si l'Afrique se réveille sur le plan industriel, ça en est fini pour l'Europe. D'accord. Ça en est fini pour l'Europe. Je prends un dernier exemple, par exemple. Pour chuter vraiment, c'est pour dire que la France, c'est le deuxième producteur d'énergie de nucléaire civile dans le monde. Elle n'a pas d'uranium, la France. Elle n'a pas d'uranium. Elle vient prendre ça où? Mais pourquoi voulez-vous? Pourquoi vous étonnez-vous que Macron vienne en Afrique, que Macron vienne s'accrocher au Mali, etc. C'est parce que, justement, elle sait qu'elle vient s'abreuver à la source qu'est l'Afrique. Chirac a dit que si nous perdons l'Afrique, nous tomberons à la 56e place de l'échiquier mondial.
Malheureusement, cela est donc clairement en train de se dessiner pour ce peuple français. Alors, je vous donne la parole, Saïd Larifou, parce qu'on veut clairement tenter de comprendre. Est-ce que sur, je dis quoi, les marchés publics aujourd'hui sur le continent africain, la France n'est plus clairement le plus offrant, ou alors l'Afrique veut définitivement tourner le dos, eh bien, à cette France prédatrice comme elle semble clairement se dessiner dans ses rapports avec les peuples africains. Qu'est-ce qui justifie eh bien, cet état de choses aujourd'hui, Saïd Larifou? Une nouvelle fois. Au fait, moi j'ai une approche qui est, bon, que je qualifierais un peu pragmatique. J'ai suivi avec intérêt les interventions de mes frères. Ils ont dressé un tableau incontestablement justifié et qui correspond à une triste réalité. Notre frère, mon frère le dernier qui est intervenu, a bien dit que l'Afrique dispose de toutes les richesses requises et nécessaires pour justement s'imposer, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel. Bon, en tout cas, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour nous imposer sur la scène, d'abord africaine, en exerçant pleinement notre souveraineté, et puis au niveau mondial également. Et que certaines puissances, en tout cas certaines nations, ne voient pas ça de bon oeil, que l'Afrique puisse disposer de sa souveraineté. Bon, ce qui nous manque, c'est quoi? Puisqu'il y a un souhait légitime qui est partagé par tous les Africains de tous les pays. C'est cette prise de conscience qui nous manque pour pouvoir justement accéder à ce niveau de développement. C'est le manque d'organisation, au fait. Nous pouvons passer des heures et des heures et des heures pour établir ce constat qui a été implacable. Mais ce qui nous fait défaut, c'est quoi? C'est l'organisation, c'est de nous organiser. Nous sommes tous convaincus. Et nous le savons, en tout cas l'actualité immédiate nous l'enseigne, que nos dirigeants, que ce soit ceux de l'Afrique de l'Est, que ce soit ceux de l'Afrique de l'Ouest, et Afrique du Sud et Afrique du Nord, 60 ans après nos indépendances, ne font pas preuve de responsabilité pour relever les défis immédiats du continent. Et nous sommes là comme spectateurs, nous sommes là pour faire le constat, nous le faisons aujourd'hui, et ceux qui vont nous précéder demain le feront le même constat pour dire que nous sommes riches et que les autres ont intérêt à ce que nous restons pauvres. Et qu'ils continuent une autre forme de colonisation également, pour continuer à maintenir notre continent sous leur responsabilité, mais sous une autre forme également. Moi, je partage ce qui a été dit par mon frère, mon confrère, puisque je pense qu'il est avocat, il dirige un parti politique au Cameroun, lorsqu'il est intervenu tout à l'heure pour dire que il fallait vraiment être courageux et faire preuve de mépris pour venir en Afrique nous donner des leçons de géopolitique, comme quoi la Russie vient en Afrique pour piller l'Afrique et puis venir nous dire comme quoi il y a l'hypocrisie en Afrique parce que les Africains prennent conscience que ce qui se passe en Ukraine, ça ne les concerne pas, quoi. Nous avons nos défis immédiats. Tout le monde sait que les enjeux en Ukraine, c'est des enjeux géopolitiques. Tout le monde le sait. De nos enjeux, notre guerre en Afrique, c'est en Afrique. C'est contre la famine, c'est contre le sous-développement, c'est pour un état de droit, c'est pour la démocratie, c'est un problème des migrants. C'est ça la guerre de l'Afrique. Donc, moi je pense que notre défi, pour pouvoir justement répondre toutes les questions, les réponses à toutes les questions qui ont été soulevées reposent sur une chose. Une chose. C'est le manque d'organisation. Tant que nous ne serons pas organisés,
Ceux qui sont à l'ouest pensent que seuls, parce qu'ils sont à l'ouest de l'Afrique, peuvent résoudre le problème de l'ouest africain. Ils se trompent. Et nous qui sommes en Afrique de l'Est, si nous pensons pouvoir seuls en Afrique de l'Est résoudre nos problèmes, on se trompe. Et c'est la même chose également pour ceux qui sont en Afrique du Sud et ceux qui sont en Afrique du Nord. Il suffit de voir ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui se passe en Égypte également. Il suffit de voir ce qui se passe en Libye. Depuis des années, les élections présidentielles devaient avoir lieu en Libye, peut-être depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. On ne sait même pas quand est-ce que les élections présidentielles auront lieu en Libye. Et ce ne sont pas les Libyens forcément qui tiennent qui sont maîtres de leur destin. Donc ça va continuer comme ça, parce que nous sommes désorganisés, nous sommes égoïstes. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Je suis africain, si je le dis, ça sera moins perçu peut-être positivement, mais en réalité, nous sommes égoïstes. Chacun se renferme dans son agenda. Chaque pays a son agenda, mais il n'y a pas un agenda africain. Et tant qu'il n'y aura pas un agenda africain pour défendre des valeurs communes, pour défendre des objectifs communs, une vision commune de l'Afrique comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés, ben on sera pris comme ça. Et puis Macron viendra. Aujourd'hui, c'est Macron. Il est venu dire ce qu'il avait à dire sur les Africains, et puis il est réparti. Il est réparti comme si rien n'était. Et d'autres viendront, c'est ce que Hollande avait dit aussi. Hollande était venu, Sarkozy était venu, il a dit ce qu'il pensait des Africains, il est parti. Et puis ça, c'est terminé comme ça. Donc je pense que le vœu qui a été exprimé tout à l'heure par un de mes frères, et qui est partagé par tous les Africains, comme quoi nous disposons effectivement de tous les atouts pour pouvoir relever les défis. Je pense qu'il faut trouver une autre forme d'organisation. Il faut que des initiatives soient prises. Il faut prendre des initiatives. Il faut que les forces progressistes africaines se retrouvent entre elles et puis définissent une charte et puis des objectifs et puis pousser les organisations régionales, la SADC, la CEDEAO et puis d'autres organisations régionales et puis l'organisation continentale, à savoir l'Union africaine, à assumer leurs responsabilités. Mais cela demande à ce que nous, les autres, qui ne sont pas impliqués dans la gestion du pouvoir actuellement, que nous puissions aussi dépasser aussi nos ambitions personnelles. Sinon, si chacun veut se fixer des objectifs personnels, ce qui est tout à fait légitime, mais tant que X ou bien Y privilégiera son agenda personnel, et si nous ne parvenons pas à définir un agenda pour le continent, par rapport à des objectifs clairs et nets, ben écoutez, aujourd'hui c'est Macron, demain ça sera un autre. Il viendra, il dira ce qu'il pense de notre continent, et puis il rentrera chez lui, etc. Comment nous pourrons aujourd'hui accepter cela? Alors que nous sommes tous conscients que le problème est là, mais nous avons du mal à nous retrouver. Qu'est-ce qui empêche ceux qui sont à l'est, à l'ouest, au sud, au nord et au centre de se retrouver, qu'on fasse un appel des forces progressistes africaines dès lors que le constat sont établis, les études ont été effectuées, ont été réalisées sur les maux, sur les causes et sur les conséquences de tout ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce qui nous empêche de lancer un appel? Et nous avons les moyens de nous retrouver ensemble pour dire, bah, écoutez, maintenant, on est en guerre contre personne, en fait. Nous défendons seulement nos intérêts, de même que les Européens ne sont en guerre contre personne, mais ils défendent leurs intérêts. Sortons de cette posture comme quoi nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre personne, mais nous défendons tout simplement les intérêts africains. Nous n'acceptons pas, on n'accepte pas, nous ne sommes pas en guerre contre qui que ce soit. Ils défendent leurs intérêts puisqu'ils savent que si l'Afrique s'en sort, c'est mort pour eux. C'est à nous aussi de prendre conscience de cela, de dire, bah, écoutez, désormais, c'est fini. Ces dirigeants qui sont soi-disant des chefs d'État, qui ne sont pas en réalité des chefs d'État, mais sont des gens qui ont été envoyés pour défendre des intérêts de certaines puissances, de certaines forces, et non pas les intérêts de l'Afrique. Mais nous le savons. Nous allons continuer comme ça à faire ce constat. Jusqu'à quand? Bon, donc, vous me permettrez, mes chers frères, d'avoir eu un ton un peu peut-être élevé, mais je pense que nous qui sommes sur ce plateau,
les autres ne sont pas plus légitimes que nous. Ils ne sont pas plus légitimes que nous. Et que le changement peut venir de 2, 3, 4 personnes qui sont animées d'une conviction et puis de cette volonté de dire stop, trop c'est trop. On est en 2022. On refuse une autre forme de colonialisme. Et est-ce qu'on a à le dire? Il faut agir, et puis ce sont les actions qui diront de quoi il s'agit. Bon, donc, c'est un appel, au fait. Nous sommes 5 peut-être, ou bien 6 sur ce plateau. Moi, je viens de l'Afrique de l'Est, je viens des îles Comores. Il y a ceux qui viennent, la plupart d'entre vous, vous venez de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous pourrons trouver des frères aussi qui viennent de l'Afrique du Sud, et du Sud de l'Afrique, et puis du Nord, etc. Bon, retrouvons-nous. Ne revenons pas dans une semaine pour commenter encore les conneries, excusez-moi des termes, mais les conneries du président de Guinée-Bissau, qui dit comme quoi il faut une force contre le coup d'État. Ben, écoutez, il y a un travail qui a été fait, c'est un travail exceptionnel et historique qui a été fait au Ghana. L'Union africaine, pour la première fois, sauf si je me trompe, ce qui est tout à fait possible, pour la première fois, les organes de l'Union africaine se sont retrouvés au Ghana. Ils ont pondu un document, mais d'une qualité exceptionnelle. Et ce document devait être adopté par les chefs d'État lors du dernier sommet extraordinaire qui a eu lieu en Guinée équatoriale. Mais ce document n'a pas été signé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce document condamne effectivement le coup d'État militaire. Mais il est allé loin, ce document. C'est là où il est intéressant. Le document parle aussi des manipulations des constitutions par les chefs d'État qui sont en poste. Et c'est pour cette raison qu'ils ont refusé de signer ce document. Mais nous, les forces, effectivement, les forces progressistes, que ce soit politiques ou bien de la société civile africaine, nous devons nous approprier de ce document pour dire au président de la CEDEAO, pour dire, écoutez, vous n'allez pas mettre en place une force militaire contre le coup d'État, parce que le document, il est là. Vous n'avez qu'à signer ce document. Il est parmi ceux, effectivement, et le président sénégalais, le président comorien et d'autres, qui ont refusé de signer ce document. Et c'est pour cette raison que ce sommet extraordinaire de Guinée-Bissau n'a pas s'est terminé, mais dans des conditions déplorables. Bon, donc c'est quand même une référence pour nous les autres, surtout ceux qui ne sont pas dans la gestion du pouvoir actuel et qui disons que, écoutez, il faudrait effectivement que cela change. D'accord. Oui, merci. Il faut effectivement lutter contre le coup d'État, mais il faut aussi lutter contre ceux qui sont au pouvoir, qui manipulent les institutions pour se maintenir à vie. D'accord, merci. Donc ce document, il est à notre disposition, mes chers frères. Merci à vous, Saïd Larifou, et on va revenir sur ce plateau avant de vous retrouver sous les Manamza depuis Cotonou, c'est au Bénin. Patient, parfait d'homme, on a vu un président ulcéré, dépité, dépassé, à la limite agacé même lors de ce point de presse conjoint donné avec les présidents Paul Biya et surtout Emmanuel Macron, ce qui laisse quand même croire et comprendre que, vous l'avez d'ailleurs souligné, il n'était pas en territoire conquis sur le continent africain, mais que davantage les politiques françaises sur le continent africain, à tous les niveaux, à quelque niveau que ce soit, ne sont plus clairement les bienvenus. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez perçu lorsque vous décryptez clairement le parcours pris par Emmanuel Macron sur le continent africain lors de cette visite? Ben évidemment, moi je vais loin. Je pense sincèrement de la vie d'un vieux briscard de la politique camerounaise. Ça a quand même plus de 30 ans que je suis à la direction de l'un des partis les plus vieux d'Afrique. Et je peux vous affirmer que le tête-à-tête Emmanuel Macron-Paul Biya s'est très mal passé. Et l'expression de cette atmosphère glauque lors de ce tête-à-tête ne fut que la réaction de M. Macron lors du point de presse entre les deux chefs d'État. Et cette réaction dénote, n'est-ce pas, le fait que Macron s'est rendu compte qu'effectivement le Cameroun d'aujourd'hui, malgré le fait que nous sommes encore sous domination française, il faut le dire, mais est résolument tourné vers la reconquête de sa souveraineté. Il est à noter aussi qu'il ne s'est pas du tout attendu au type de questions qui lui ont été posées par nos propres journalistes, dont l'un des journalistes d'une télévision nationale, de la télévision nationale du Cameroun, la CERTIV à l'occurrence. Il était un peu surpris
de se rendre compte qu'on puisse pousser ce qu'ils peuvent considérer comme de truculence en lui posant ce type de questions. C'est des questions qu'un journaliste camerounais n'aurait jamais pu poser ni à Pompidou, ni à Giscard d'Estaing, moi encore à De Gaulle. Vous voyez. Donc les temps ont changé. C'est eux qui ne veulent pas se rendre compte que les temps ont changé. Mais c'est la justification de la tournée de Macron au Cameroun et en Afrique, en réalité, tient de deux choses. La première chose, c'était l'attitude générale des pays africains lors des derniers débats qui ont été sanctionnés par des votes au niveau de l'ONU. Il y a eu 2 mars dernier. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que des pays qui, hier encore, étaient dans l'incapacité de ne pas s'aligner de manière mécanique à la direction qui était donnée par Paris, se sont retrouvés en rébellion par rapport à ce que je considère comme des ordres naturels. Et sur cette question, passant pour vous lancer, Emmanuel Macron lors de l'une de ses récentes dernières sorties, précisait que les présidents africains l'avaient fait parce qu'ils étaient sous pression. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Célestin a dit tout à l'heure, il est revenu lui-même apprécier clairement si c'est la position officielle de l'État central camerounais en reposant cette question au président camerounais qui lui a clairement a fait clairement de la diversion autour de cette question, n'a pas voulu lui apporter l'élément de réponse que lui, il attendait. Mais c'est toujours cette attitude d'infantilisation des Africains à travers cette perception des choses. Nous étions sous pression. Cela signifie donc il conforte donc l'avis des Africains qui disent dans toutes les résolutions de l'ONU où nous avons été obligés de voter dans le sillage de la France, c'est parce que nous étions sous pression. Donc ça veut dire au contraire qu'il y a une évolution. Quand on pose par exemple la question de la longévité au pouvoir, ou bien de savoir si oui ou non le président Biya va rempiler à la prochaine élection, c'est extrêmement condescendant. Une question comme celle-là, on la réserve d'abord à son peuple et non à des gens qui sont venus en villégiature chez vous. Alors là, effectivement, le président Biya n'a pas que fait surfer, il n'a pas que surfer, mais il s'est mis à la hauteur, n'est-ce pas, de l'âge diplomatique qu'il a, pour bien comprendre que monsieur, mais c'est ni l'endroit, ni le moment, ni l'agora qui est là, à qui je dois réserver la primeur de cette décision. Mais je dois d'abord le réserver éminemment à mon peuple. Donc, vous voyez comment les pressions françaises n'ont plus de sens de l'efficacité qu'ils avaient avant. Avant, très rapidement, ce n'est même pas Macron qui l'aurait fait, c'est l'un de ses supplétifs, comme ce fut le cas de Foucault, qui aurait rapidement posé la question et la réponse, il les aurait reçus. Donc je pense que c'est pas ça. Je vais aller vite pour montrer que en réalité le monde est en train de changer. Il y a un shift, il y a un basculement, n'est-ce pas, d'une certaine réalité géopolitique que la France et l'Occident ont eu la peine à capter. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ce qui se passe dans le monde, c'est qu'en réalité le centre du monde a bougé. Le centre du monde, c'est plus l'Occident impérialiste. Le centre du monde est ailleurs. Ce centre du monde est créateur d'un facteur nouveau, qui est la naissance programmée d'un monde multipolaire. Et s'ils ne l'ont pas perçu, ils continuent d'être dans les vieux schémas éculés des années 50 où vous pensez que de toute façon, il avait l'habitude de le dire. Et c'est là où c'est dangereux. Madame Ursula von der Leyen a osé dire, tous les pays africains qui ont osé voter dans le sens qui était contraire à ce que les Occidentaux nous avons prescrit seront sanctionnés. Vous voyez l'attitude. Et quand vous voyez la présidente de l'Union européenne tient un tel discours dans un contexte où on voudrait clairement que les peuples puissent, je dis, qu'à s'affirmer du point de vue, du moins à tous les niveaux, et qu'aujourd'hui qu'on vient nous dire que l'Afrique a fait preuve d'hypocrisie, parce que c'est l'une des expressions qui a revenu dans le discours de M. Macron, a fait preuve d'hypocrisie vis-à-vis de la France, alors que la France leur a toujours tout apporté depuis la nuit des temps. Mais mieux, on va revenir. Cette même dame, Madame Ursula von der Leyen, a osé dire, mais depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes? Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie. Nous sommes dans le déni du fait que nous soyons des êtres humains normaux. Nous sommes des enfants attardés qui ont justement toujours besoin d'un tuteur pour pouvoir évoluer. Mais leçons. Je vais répondre, je vais sortir par le dernier paragraphe de notre déclaration, Meki Africa,
Doumbouya Africa. Mais je vais revenir un peu pour rassurer notre ami des Comores tout à l'heure. La question qu'il pose, c'est une question qui est la nôtre depuis plus de 10 ans sur ce plateau. S'il écoutait Afrique Média depuis longtemps, il ne se serait pas posé la question. Nous sommes pour l'unité politique de notre continent. On a l'habitude de le dire, c'est notre arme fatale. Ouais. Il faut l'unité politique de notre continent tout de suite. On n'a plus besoin d'attendre. Mais il a fallu du temps, de l'explication, de la pédagogie pour que cette idée-là commence à prendre corps dans le camp de nos frères qui pensaient que nous étions, d'abord on nous a traités, comment on nous appelait ici, des aboyeurs. Les questions de souveraineté monétaire, les questions des accords néocoloniaux entre la France et l'Occident et l'Afrique, les questions de la fin de la tutelle monétaire, comme je l'ai dit, la question de la repentance. Posez ces questions-là, tout le monde, mais vous êtes des gens qui s'en foutent. C'est des choses qui n'arriveraient jamais. Je le dis et j'insiste, c'est devenu presque mon leitmotiv sur le plateau d'Afrique Média. Il nous faut l'unité politique de notre continent. Pour qu'on ne continue pas à subir les clashs et les insultes comme ce truc entre Sissoko Embalo et Macron. Il est comme un chrétien qui a vu Jésus. Mais c'est grave. Nos petits Bantoustans ne valent pas grand chose dans le chiquet mondial aujourd'hui. Aucun de nos pays ne s'en sortira seul. J'ai l'habitude de le dire ici. On peut penser que... Mais depuis qu'ils le disent, mais oui, mais depuis qu'ils le disent, on voit quand même qu'un pays comme le Gabon ne vole pas dans le sens de la France. Ça veut dire que la pédagogie, à petits pas, est en train de porter et de créer des situations qui n'étaient pas encore possibles hier. Il faut faire comme les Chinois dans leur littérature, ceux qui aiment la littérature chinoise depuis le temps de Mao. C'est la répétition. À force de répéter, on a le temps et les faits qui jouent pour nous. À force de répéter, même les franges les plus rétives, aller dans le sens du panafricanisme, mais par les faits, seront obligés d'épouser, n'est-ce pas, les positions panafricaines. Et c'est à ce moment que nous allons faire ce que j'appelle le pacte qualitatif. Comme le disait Nkrumah, évidemment. L'action, c'est une chose. Hein. Mais pour qu'une action soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit pensée. C'est ça qu'on appelle la théorie. La pensée précède l'action. Ah oui, Nkrumah le disait. Si vous ne travaillez pas suffisamment du point de vue théorique, les actions que vous voulez mener, mais vous irez à l'aveugle. Et Sankara le disait, quelqu'un qui se sacrifie pour un peuple inconscient, c'est comme s'immoler, n'est-ce pas, pour donner la lumière à des aveugles. Il faut travailler avec notre peuple. Il faut continuer de les éduquer. Il faut continuer de donner l'information. Il faut continuer de montrer que la prétendue puissance de l'Occident, c'est du bluff. On le voit face à un puissant, la Russie aujourd'hui. C'est du bluff, il ne valent pas grand-chose. Nous avons plus de 30 millions de kilomètres carrés. Une population qui a 1,4 milliard d'habitants. Donc même si l'Afrique s'enferme, on est de près de 60% de tout ce que le monde utilise aujourd'hui comme ressources pour pouvoir se développer. Même si on s'enferme, même si on fonctionne en autarcie, l'Afrique va se développer. Donc, le moment est venu de continuer de l'expliquer à nos concitoyens, à nos frères. Et nous avons beaucoup d'éléments qui nous mettent ensemble, qui nous divisent. Sur le plan cosmogonique, anthropologique et tout, nous sommes le même peuple. Moi, j'ai la chance de voyager un peu, même en Afrique australe. Ma première visite dans ce pays, c'était de dire, mais j'ai l'impression que je me tourne dans la rue de Douala. Je vois des gens qui ressemblaient à N'Djamena, des gens qui ressemblaient à Momo, les gens qui te ressemblent. Et je me dis, mais au nom de quoi? Et ces gens-là disent que... On n'est pas le même peuple. C'est quoi cette histoire? Il faut casser tout ce qui est la machine qui a été mise en place à la conférence de Berlin. Il faut briser ces frontières. Il faut une constitution d'une fédération des États-Unis d'Afrique. Nous en avons besoin. Et je le dis souvent à mes enfants. Mais quand vous parlez des États-Unis d'Afrique, d'Amérique, vous croyez que ce truc est né comme ça? C'est faux. C'est fait une constitution. Les 13 premiers États qu'on appelle les Founding Fathers, c'est la côte Est. Et puis progressivement, il y a une agrégation des autres États jusqu'au niveau de la côte Ouest pour former les États-Unis que vous voyez là aujourd'hui. C'est un conglomérat d'États. Ce n'est pas d'un tenant. Cette affaire-là sur le plan administratif, politique et judiciaire, tout ce que vous voulez. C'est une construction. C'est pour ça que je dis je vais loin quand on discutait de France CFA.
C'est pour l'instant, on peut penser que comment dire ça, une union continentale, tout de suite, peut poser des problèmes parce que... Mais commençons au moins par des unités sous-régionales. Ouais. Les États-Unis d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Sud. Et puis très rapidement, nous irons vers la construction d'une unité continentale. L'Afrique, c'est une urgence non seulement pour être dans le sens de l'histoire, mais c'est une urgence aujourd'hui pour le devenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous n'avons pas de choix que d'aller dans cette direction-là. Et c'est pour cela, chers amis, que j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas les héritiers d'un Nkrumah, de Lumumba, de Oumyobé, de Samora Machel, de Neto, de Mehdi Ben Baka au hasard. Quand vous vous revendiquez de ces gens-là, il faut savoir une chose. Le chemin a été tout tracé. Vous n'avez plus de choix. Ou vous suivez ce chemin et vous continuez de prétendre être leur héritier, ou alors vous êtes dans la collaboration, comme malheureusement notre continent a encore. Donc, je pense que ne soyons pas non plus... ne donnons pas l'impression que ces débats que nous menons sur ces plateaux sont inutiles. Que c'est la parlotte. Non! Ce n'est pas de la parlotte. Il faut procéder comme ça pour que progressivement, la maturation de cette prise de conscience puisse créer ce que nous appelons la masse critique nécessaire pour aller vers cette initiative. Si nous ne le faisons pas, évidemment, la contre-offensive sera d'une violence inouïe. Et c'est la raison pour laquelle ceux de nos États et peuples et frères qui se sont déjà lancés pour être devant les piquets de cette grève-là, ils doivent avoir notre soutien. C'est le cas de Mali, c'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de tous ces pays-là qui n'ont plus peur d'affirmer leur souveraineté. Nous qui sommes dans des régions et dans les aires où ce n'est pas encore possible, nous devons tout faire de manière quotidienne, dans nos actes, dans nos démarches, de soutenir ces États, parce que c'est eux qui font l'espoir possible pour notre continent de pouvoir aboutir à cette unité continentale. Alors, avec votre permission, je lis la dernière, je suis par là. Le dernier paragraphe de notre déclaration, mais qui est africain. La vague du tsunami de la fin de l'hégémonie française en Afrique est sur nos rivages. L'union sacrée pour la souveraineté politique, économique, monétaire, culturelle, etc., est une nécessité impérieuse du moment. Malgré nos divergences politiques, malgré nos ambitions légitimes, il ne faut laisser aucune place à la compromission vis-à-vis de la France. Une large mobilisation déterminée des peuples africains nous libérera des chaînes de la domination française et impérialiste. Seule la lutte paye. Merci. Merci à vous, patient parfait d'homme. Alors, Souleymane Hamzat, je viens à vous parce que la visite d'Emmanuel Macron sur le continent africain a tourné comme une espèce de dénigrement, cette fois-là de la coopération multiforme que l'Afrique a avec clairement la Russie, singulièrement sur le plan militaire. Et dans votre pays, d'ailleurs, le Bénin, il a promis donner des gilets pare-balles et certains, voilà, un matériel, des drones, il a dit pour des drones, on verra. Des lunettes de vision nocturne. Voilà. Donc c'est peut-être avec cela. Les gilets pare-balles, les lunettes de vision nocturne. Vous avez servi dans l'armée alors qu'au même moment, la Russie vous a fait rentrer le Mali dans le club fermé des pays qui détiennent des avions de combat supersoniques. Alors, Souleymane Hamzat, c'est à dessein d'ailleurs que j'ai pris cet élément pour vous permettre de vous relancer. Alors, voilà donc clairement à quoi se résume le partenariat militaire entre la France et les États africains, matériel, je vais dire rudimentaire, qui n'est même plus à la hauteur même de l'équipement des terroristes. Eux, par contre, qui sont armés par ces derniers et qui sèment le bordel, le chaos sur nos États africains. Est-ce qu'on peut clairement s'en sortir? Je veux parler de manière prosaïque avec un tel partenariat sur le plan militaire. Excusez-moi sur la question, Souleymane Hamzat. Votre micro, Souleymane. Vous me recevez? Absolument, allez-y. Je voudrais, avec la permission de mes aînés sur le plateau, vous renvoyer aux 11 accords secrets, plus particulièrement au paragraphe 5, qui dit que non seulement nos officiers devraient être formés en France,
mais le matériel utilisé par ces derniers doit être typiquement français. Et vous vous rendez compte que dans nos poudrières ici, et dans la plupart des pays africains que je connais, elles sont remplies que de Kalachnikov. Alors, faites le paramètre. Et mieux, allons nous interroger sur l'arrogance française en matière de vente d'armes. Quel est le paramètre qui lie le Yémen, qui est bombardé aujourd'hui à tout va, et dont les armes, d'ailleurs, viennent de la France? Quel est le paramètre où les accords qui étaient signés, qui étaient destinés à livrer des armes pour aller bombarder le Yémen? Mais pourquoi on vient nous dire, nous, ici à Cotonou, n'est-ce pas, qu'il faut, je ne sais pas quoi, une commission bipartite pour analyser avec la France, et éventuellement, il pousse le bouchon loin en disant qu'il faille que la France d'abord achète. Réfléchissez bien, hein, écoutez bien ce que je vous dis. Il faille que la France achète ce matériel et revienne le rétrocéder au Bénin. Mais attendez, on ne sait pas là où les armes se fabriquent, on ne sait pas comment s'en procurer. Et je voudrais vous relancer sur le cas de la République de Centrafrique. On les a vus aller entraîner les soldats centrafricains avec des bouts de bois. Il a fallu encore qui pour venir à la rescousse, n'est-ce pas, de la République de Centrafrique, la Russie. Encore des Kalachnikov. Donc ça vous dit quoi? Vous faites le tour de tous nos pays là. Vous ne verrez pas d'armes françaises qui tiennent 3 ou 4 ou 5 ans. Je suis un ancien dans le domaine. Foutez un Kalachnikov dans l'eau, revenez 1 an plus tard. Ressortez là, armez là, le coup il est parti. Prenez un FAMAX, mettez-le dans l'eau, dans 3 mois il est rouillé. Alors on nous vend de la camisole. Écoute, on a fini d'être des briques de 12 creuses. Nos briques là, elles sont pleines maintenant. Vous voyez? Donc, je voudrais vous dire, c'est une insulte, n'est-ce pas, à l'état-major béninois, de venir nous dire qu'on veut nous donner des gilets par balles. Combien coûte un gilet par balle? J'ai vécu en France, où je connais des boutiques où les gilets par balles sont vendus. Allez aux États-Unis, c'est vendu comme des bouts de pain. Vous n'avez même pas besoin d'un document pour vous acheter une arme ou bien vous acheter un gilet par balle. Mais ces gens-là se foutent de notre gueule. Et j'ai apprécié, je peux vous le dire ici, quoique je ne m'entends pas souvent avec le président de mon pays, j'ai un certain nombre de problèmes liés à la nation. Mais j'ai apprécié sa réponse de dire au président Macron, on ne vous demande rien. On veut acheter, on a l'argent. Donc ne nous prenez pas pour des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. On ne mendie rien. On demande qu'à acheter des drones. Et je profite de votre plateau pour dire au président, mais s'il n'est pas content de vouloir nous livrer les drones, allons en Iran. L'Iran livre bien des drones à la Russie, des drones qui font très mal, kamikazes, qui viennent même de détruire avant-hier un centre de commandement ukrainien. Et qui ne coûte pas la fortune qui est vendue par des drones européens. On se fout de c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On ne vous demande rien, on veut acheter. Si vous n'êtes pas d'accord, on va en Russie. Vous n'êtes pas d'accord, on va vers l'Iran. Vous n'êtes pas d'accord, on va ailleurs. Et allons verser dans ce qu'il y a d'illégal. Vous savez qu'il y a des États dans la sous-région qui commandent des armes. Qui commandent des armes de manière inofficielle, c'est pas officiel. Je vous donne le cas de la crise ivoirienne. Il y a des années jadis, sur votre plateau là d'Afrique Média, il était question d'une cargaison d'armes qui a transité par le Bénin pour la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'illégal dans cette affaire-là? Sachant que la Côte d'Ivoire était sous embargo. Alors, on se fout de qui? On prend pour des tintins? Non, mais on est réveillé, là, la galaxie patriotique panafricaine, elle est réveillée à tout jamais. Et je voudrais saluer ici 2 initiatives pour répondre à mon frère et cher aîné des Comores, que vous avez sur ce plateau, sur cet éminent plateau, un plateau de très bonne facture d'ailleurs, un monsieur qui vient de vous livrer les conclusions de retrouvailles
d'un certain nombre de génies africains pensant panafricanistes sur un certain nombre de domaines précis, concis, et qui reflètent, n'est-ce pas, les conclusions qu'il vient de nous lire. Allons sur le deuxième cas, qui est celui-là du président Bandakani, dont le NMP m'a invité, moi, en tant que délégation ouest-africaine. Et pour des questions de visa, vous savez quelles sont les tracasseries. Il me faut une semaine pour aller, il fallait prendre le visa au Nigeria, il faut revenir les tracasseries sanitaires. On n'a pas pu être dans les temps. Parce que j'étais ailleurs, il fallait rentrer, m'occuper de ça. Bon, ça n'a pas été dans les temps et bon, la volonté de Dieu se fasse. Mais voilà encore un congrès qui va encore accoucher encore des résultats. Non, mais la jeunesse africaine, contrairement à ce que dit mon aîné, elle se réunit déjà, elle fait un travail de titan. À nous maintenant de nous en accaparer. Ce sont des belles filles, n'est-ce pas, qui sont mises sur la place à la portée, n'est-ce pas, de tous ceux qui manquent de visée panafricaniste. Donc, si nous nous en tenons par exemple à la conclusion de ce que vient de dire M. Parfait d'Homme, écoutez bien ce qu'il dit, c'est profond. On n'est pas là pour se flatter, on est là pour aller dans le sens, n'est-ce pas, que l'Afrique se trouve sa voie. Une unité politique, c'est mourir ou vaincre. Ceux qui ne sont pas d'accord à plonger dans ces navires-là, qui débarquent, qui s'en aillent. Parce que là, nous, j'ai souvent dit sur votre place aussi, refuser de subir, c'est passer à l'action. Je me répète, refuser de subir, c'est passer à l'action. Et des gens comme M. Parfait d'Homme, comme le président Bandakani, sont déjà dans l'action. Ils ne demandent pas à ce que nous réunissons, ils sont en train déjà de le faire. Alors nous autres qui venons derrière, accrochons-nous au train et prenons le voyage, prenons le vol ensemble. Et allons décortiquer, chacun à son niveau de compétence, n'est-ce pas, ce qui est possible d'être fait. Mais je voudrais vous dire ceci. En ce qui concerne, permettez-moi de retourner un peu en arrière, ça va toujours dans le même sens. Le propos du président Ballot sur la création de cette force anti-putsch, mais la force là qui va être créée, c'est une force de putschistes. C'est une force de déstabilisation de nos États. C'est une force qui va venir foutre l'Afrique de nouveau dans le merdier. Mais qui lui donne l'ordre d'aller dire des choses comme ça? Nous, c'est pas nous. C'est en tout cas surtout pas les populations aujourd'hui qui sont en quête de liberté. Donc, s'ils sont dans un club où ils veulent protéger leur fauteuil, on ne les empêchera pas. Mais qu'ils souffrent que quand le vent panafricaniste vienne, que cela les balaie, comme c'est le cas en Guinée, comme c'était le cas au Mali, comme c'est le cas en Centrafrique, où d'ailleurs il n'y a pas eu de coup d'État. C'est arrivé, le président Touadéra a pris les devants, et voilà, ça continue, la dynamique continue. On arrête de nous prendre pour des idiots. On réfléchit maintenant, on voit clair, on entend. Ceux qui refusent, n'est-ce pas, d'être à la disposition de leur peuple, et il y a un leader ici, politique et éminent, qui l'a dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Vous faites avec le peuple et non sans le peuple. Tout ce que vous ferez contre lui, celui qui viendra après, il va le balayer. Donc, restons là dans la dynamique du peuple. Monsieur Parfait d'Homme, recevez en mon nom propre et au nom du mouvement que je dirige, le mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine, toutes nos félicitations et toutes nos considérations. Que cela soit transmis aussi au président. Et avec mes excuses, bien sûr, je compte sur vous, au président Bandakani, n'est-ce pas, les débats dont nous avons été l'objet, qui ne nous ont pas permis d'être à Yaoundé. Mais tant qu'on vit, espérons, vive l'Afrique, tenons debout, allons de l'avant et surtout, le Tentama de celui-là qui vient faire croire qu'il va nous donner des écoles, pendant que d'ailleurs, je viens de relever ici, que le ministre Lavrov dit que la Russie est prête à former tous les militaires africains et par quand même leur donner l'opportunité de former des astronautes pour pouvoir contrôler leur espace aérien et les données. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde du renseignement est basé sur le monde des données.
des données. Vous rentrez dans un WhatsApp, je ne sais pas quoi, un Facebook, vous avez des données énormes. Vous rentrez dans la cryptomanie, vous avez des données énormes. Vous rentrez dans le fichier identitaire, je veux dire, qui fabrique par exemple les cartes d'identité, vous avez des données énormes. Si nous ne sommes pas capables de contrôler de fond en comble, n'est-ce pas, ces données-là, mais souffrant nos États soient des États parias, que chacun vienne s'en servir. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire à nos chefs d'État qui distribuent des passeports diplomatiques à ces voyous-là d'arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter, parce que l'Afrique n'est plus à vendre. Le président Thomas Sankara nous l'a dit. Il est fait coaguler dessus. Le président Assimi Goïta nous le fait savoir d'ailleurs à travers sa dernière sortie. Le président Assimi Goïta nous dit que la dignité du peuple malien, l'intégrité de son territoire ne sont pas négociables. Alors, si quelqu'un vient au Mali pour foutre le bordel, il aura affaire au Malien, c'est tout. On n'est plus dans ce yo-yo-là. C'est terminé le yo-yo. Merci à vous. Tenons bon. Le bout du tunnel n'est pas loin. Il est juste à côté. Il va falloir que nous tenons très fort. Et surtout, n'oublions pas, hein, je suis soldat, moi. Il y a la loi du talion. Je vous gifle et on joue au scénario de la Bible. Là. Je ne vous donne pas la joue gauche. Chez moi, ça n'existe pas. Vous me tapez, je vous tape très fort. Alors, il va falloir que, désormais, les éléments de la presse qui viennent s'asseoir face à ces chefs d'État corrompus, voyous qui viennent nous distraire le peuple, puissent avoir les vraies questions à leur poser. Et cela part de la sélection qui est faite par les ministères de communication, n'est-ce pas, dans les États que nous connaissons. On arrête de museler la presse. La presse, à son mot, a dit, d'ailleurs, Afrique Média reste et demeure, à tout point de vue, à tout égard, cette chaîne-là aujourd'hui, qui est d'ailleurs stipendiée par Macron, qui parle de télévision créée à tout va, des médias qui sont créés à quel prix on le sait, c'est-à-dire jonchés de panélistes dont on ne connaît même pas la couleur. C'est lui qui ne sait pas là où il va. Nous savons là où nous allons. Vive l'Afrique et le combat continue. Le temps est donc monté d'un cran. Suleiman Hamzat, juste après l'émission, il y aura une petite séance de travail. Cette fois-là, en off avec Patient Parfum d'Homme et surtout Maître Janvier Momo. Maître, j'ai vraiment pas envie de vous donner, de vous imposer un carnaval de réflexion, mais je voudrais écouter clairement votre lecture des faits autour donc de ce que, eh bien, le président français, qui, du moins, se considère comme étant un pays avec une espèce d'hégémonie aujourd'hui sur le continent africain, si jamais cette hégémonie a existé, si ce n'a été par la barbarie, la sauvagerie, les crimes et autres commis sur le sol africain. Aujourd'hui, un chef d'État africain qui rentre clairement bredouille d'une tournée africaine, on a envie de dire ça même purement jamais existé. Comme pour dire quoi? Eh bien, ce qui était considéré comme étant hégémonie hier n'existe plus. Alors, il faut tout simplement dire que les temps ont changé et surtout que le travail fait à Afrique Média depuis 10 ans qui a consisté à désier les yeux des Africains et à créer une nouvelle détonation psychologique semblable à celle qui avait impulsé l'Afrique, l'Égypte antique, l'Égypte de la civilisation des Lumières. Alors, ce moment est en train de renaître, pour ne pas dire qu'il est déjà là, en Afrique. Alors, ceux qui sont en retard, ce n'est pas nous, parce que nous avons pris la mesure de la chose et nous sommes entrés véritablement dans le combat. Ce sont ceux qui n'ont pas compris le sens du nouveau combat africain, à l'instar du président Macron, qui continue de se tromper, qui continue de penser que les Africains d'hier sont ceux du temps de l'esclavage, encore que pendant l'esclavage, il y a eu des hérétiques qui ont dit « nous ne sommes pas d'accord pour cette façon de faire ». Alors, c'est l'erreur, c'est de continuer à penser que les Africains d'eux-mêmes ne sont pas capables de faire de la prospective de leur propre vie, ne sont même pas capables de faire de l'introspection, d'entrer en eux-mêmes et de savoir ce qu'ils ont besoin, comme pour leurs propres besoins. Les besoins vitaux, les besoins historiques et même des besoins futurs. Alors, lorsque le président Macron
pense à un moment donné que les Africains sont hypocrites. Et écoutez bien, sont hypocrites. Mais nous avons envie de lui demander qui est plus hypocrite que qui. Parce qu'en réalité, quelle est l'hypocrisie lorsque vous faites prévaloir un point de vue qui épouse l'humanité, qui épouse l'humanisme? Ce sont bien des termes différents. C'est-à-dire, un point de vue qui épouse l'humanité, l'humanisme et le devenir de la race noire. Je fais allusion à la fameuse assemblée du 2 mars aux Nations Unies. Tout à fait. L'homme veut vous faire comprendre que les positions, Macron veut faire comprendre au monde entier, et surtout justifier à l'Occident qu'il a envoyé avec le fameux chiffre de la bête au Cameroun, et au Bénin, et en Guinée, au Bissau. Il veut faire comprendre au monde entier que non, je continue à les maintenir dans le joug de mon pouvoir civilisationnel, au point où ils n'ont pas la matrice nécessaire pour avoir des points de vue libres et indépendants. C'est ce que Macron a voulu faire comprendre à l'Occident. Ce n'était pas un message envoyé au chef d'État. Lorsqu'il parle de l'hypocrisie s'agissant de l'opération militaire spéciale de la Russie, de la Fédération de Russie en Ukraine, c'est-à-dire représentant le roi de la bête, les Rothschild et tout ce que vous pouvez comprendre, qui continuent de cacher ce que le cabinet financier a fait comme ravage en France, qui continue de cacher et de le propulser. Il le donne l'ascenseur retour en disant le joug que j'ai sur eux continue, la puissance de la bête que j'ai sur eux continue, puisque ils sont hypocrites parce que la Russie les manipule aujourd'hui à notre place. C'est nous qui les manipulions depuis. Aujourd'hui, ils ont un nouveau maître. C'est comme à un moment donné, un marché d'esclaves où on porte un esclave on achète un esclave à un maître et on le revend à un autre. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est lui qui est en retard. C'est lui qui est en retard. Sarkozy de Borsa, Nicolas Sarkozy de Borsa, le boucher de Tripoli, a dit à Dakar que les Noirs n'étaient pas suffisamment entrés dans l'histoire. Mon œil. Mais il ne sait pas que lui, il est la millième dérivée de la race noire. La race noire, c'est l'humanité. La race noire, c'est la matrice de l'humaine vie sur la terre. C'est prouvé. Nous avons des éléments à ce niveau. Donc, Macron est venu avec cette force et en face, il a eu du répondant. Parce que lorsqu'il pose une question, lorsque le journaliste pose une question, et qu'au niveau du Cameroun, le chef de l'État du Cameroun dit à 3 reprises qu'il n'entend pas la question, alors qu'il a répondu la première question au premier jet. Alors, s'il était un homme intelligent, il se serait retourné pour le regarder lui aussi se taire, dit comme s'il ne comprenait pas. C'est pour cela que j'ai dit c'est eux qui sont en retard. Ils sont en retard parce qu'ils pensaient à un moment donné que nous vivions dans le monde sensible tel que divisé par Platon. C'est-à-dire le monde sensible, et ils sont dans le monde intelligible. Dans le monde sensible, c'est le monde des émotions, où on ressent tout et on ne comprend rien. On ressent sans comprendre. Alors, aujourd'hui, mais il est rentré bredouille, monsieur, donc je vous félicite, bon journaliste, d'avoir dit Emmanuel Macron rentre bredouille de l'Afrique. Effectivement, il est rentré bredouille. Parce que lorsque le chef d'État français venait en Afrique, premièrement, ce n'était pas nuitamment. Les panafricanistes ont modifié l'arrivée de Macron au Cameroun. L'arrivée et le départ. L'arrivée et le départ. Parce qu'ils savent que la nouvelle matrice nourricière du panafricanisme révolutionnaire, tel que conçu par Sékou Touré et les Modibo Keïta et autres, aujourd'hui, c'est au Cameroun. Sur le cas de l'arrivée, beaucoup ont dit que son agenda était un tout petit peu surchargé, donc pouvait arriver nuitamment. Mais comment expliquer qu'il soit rentré nuitamment, puisque là, rien ne l'obligeait clairement à rentrer nuitamment. Il y avait même d'ailleurs un programme qui lui permettait de rester jusqu'à 10 heures au Cameroun. Merci pour le rajout. Alors, beaucoup se sont attendus à ce que, comme à l'accoutumée, on publie les contrats signés
des actes de gouvernement qui sont posés en encourageant et en entourant et en accompagnant son passage. Au Bénin, il y a eu une casuistique très embarrassante. Parce que, à la veille de son départ ou à l'arrivée le lendemain au Bénin, il y a eu une libération. Je crois de 14 prisonniers politiques. 30 prisonniers politiques. De quelques prisonniers, 10 politiques. 10 politiques, ok. 10 politiques. Et vous avez vu la confusion que les médias français, ils ont dit, ok, nous pensons que le Bénin reste encore dans le giron parce qu'à l'arrivée, dans le respect des droits de l'homme et de tout ce que vous pouvez imaginer, il y a eu libération des prisonniers politiques. Alors, question. Est-ce que la justice béninoise a attendu l'arrivée de Macron? Moi, je suis un juriste. On ne libère pas, on ne libère. Peut-être la coïncidence, et elle est malheureuse pour les Africains. Si c'est une coïncidence, elle est très malheureuse. Parce qu'on pouvait attendre qu'ils s'en aillent et que la libération de ces hommes, de ces frères, se passe à l'africaine, dans l'africaine condition. Parce que tel que cela s'est passé, on peut penser à un moment donné que cela se soit passé dans l'impérialisme condition. Donc, il est question pour nous de comprendre que du Cameroun, de Yaoundé à la Guinée-Bissau, je pense que on n'a pas dévoilé la gibecière. Parce que lorsque les chefs d'État français, quand ils viennent en Afrique, ils vont à la chasse. Ils ont des armes et ils rentrent avec la gibecière pleine. Oui, ils rentrent avec la gibecière. Alors, donc, le permis de chasse qu'ils ont en Afrique, Macron a constaté que son permis de chasse en Afrique est périmé de façon très claire. Comme c'est Kalachnikov qui le faut peu. Parce que de 82 à 2022, en 82, la France avait 89,3% des marchés au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont à 9,8%. Faites l'arithmétique, je pense que le président Biya vous a appris l'arithmétique égyptienne. Faites l'arithmétique et vous voyez ce qu'ils ont perdu dans cet intervalle de temps. Alors, c'est pour dire que nous devons continuer à faire prévaloir l'opinion publique internationale africaine. Et il n'y a que les panafricanistes pour le faire. Je suis d'accord avec M. Saïd, qui a dit, nous devons déberliniser l'Afrique, c'est-à-dire faire supprimer les frontières nées du congrès de Berlin de 1884. Absolument. Ce qui se passe au Comores doit se passer au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Maroc et en Afrique du Sud, pour ne pas dire à Eswatini ou au Swaziland. Donc, il faut déberliniser l'Afrique en tuant toutes les frontières. Il faut un syncrétisme dans cette lutte panafricaniste. Il ne faudrait pas qu'il y ait le panafricanisme de X, le panafricanisme de Y et le panafricanisme de Z. Non. C'est pas cela que les pères fondateurs du panafricanisme ont pensé. Et si nous voulons être accompagnés par leur esprit, il doit avoir cette union sacrée. On ne veut pas entendre parler du bloc panafricaniste de X, du bloc panafricanisme de Y. Ce sont les blocs de Casablanca et de Mora qui ont maudit l'Union africaine et nous continuons à payer l'OUA et nous continuons à payer les frais jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque nous-mêmes nous regardons le bilan de l'organisation continentale, des mots, des photos et rien que des mots et des photos. D'accord. Alors que l'Afrique a grand besoin de cette organisation. Donc, pour nous, il est question... Et c'est pas là qu'on va s'y mettre. Il est question de réorganiser notre société en demandant au sommet de l'État, M. Ndom, et c'est très important, M. le Président Djamel, en demandant au sommet de l'État d'intégrer le panafricanisme dans la prise de décision et dans la lutte de libération. Je prends un exemple tout simple. Quand vous regardez comment la Chine, la Fédération de Russie se comporte, vous regardez le ministère des Affaires étrangères, avec des porte-paroles qui portent véritablement la parole. Une certaine Maria Zakharova, du ministère des Affaires étrangères russe. Mais lorsqu'elle porte la parole, vous sentez la lutte. Vous sentez qu'elle est dans la lutte. Dans le combat. Ce n'est pas la fonction publique pour la fonction publique. Tout à fait. Il faut y être et être engagé dans le véritable combat. Lorsque vous regardez la Chine, le fameux Wang Wenbin, quand il prend la parole, il parle aux États-Unis exactement comme les Chinois veulent que le langage soit. Mais pourquoi en Afrique, nous ne pouvons pas s'élever? Nous continuons
à faire comme du politiquement correct. Alors qu'en face, ce n'est pas du bisounours. En face, c'est la guerre. Et la guerre ouverte. Et une guerre qui n'a pas un pan épargné. C'est la guerre informationnelle, c'est la guerre du théâtre des opérations, c'est la guerre économique, c'est la guerre sociale. Alors, nous devons apprendre, dire à nos autorités publiques de conjuguer et de faire avec des lutteurs, avec ceux qui sont capables de porter le pays partout où on se trouve, M. Ndoum. On peut faire le patriotisme, on peut faire du panafricanisme. Même dans votre bureau, même sur votre fauteuil où vous êtes assis. Vous pouvez faire du patriotisme et du panafricanisme. Pas pour votre bien, pas pour le bien de votre famille, mais pour le bien de tout l'État dans sa composante. Merci à vous, très cher maître Janvier Momo. Alors, on revient à vous, Général Issa Diawara. Il nous reste moins d'un quart d'heure pour sortir définitivement de ce programme. Soyons un tout petit peu expéditifs dans nos prochaines prises de parole. Général Issa Diawara, je voudrais singulièrement que l'on puisse revenir avec vous sur la valeur même de la coopération militaire aujourd'hui avec la France. On a suivi tout à l'heure Souleymane Hamzat qui nous laissait clairement comprendre que c'est complètement relégué aux calendes grecques. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec votre pays, le Mali, où les forces armées maliennes sont en train d'acquérir en tout cas matériel militaire sophistiqué venant clairement de la Russie, et la montée en puissance des FAMA sur le terrain témoigne clairement du matériel militaire qui répond, on va dire, à la hauteur même de l'oppresseur, parlant de ces mouvements terroristes. Que vaut aujourd'hui le partenariat militaire entre la France et les peuples africains? Ok, merci bien. D'ailleurs, c'est ça que j'étais en train d'expliquer quand on a été coupé. Parce que vous savez, on reçoit aussi beaucoup d'appels ici avec les jeunes écoutes. Donc, j'espère que cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au bout. Je vais aller rapidement au bout de ce que j'étais en train d'expliquer. Les partenariats militaires avec la France, il n'y a même pas de partenariat militaire entre l'Afrique et la France. C'est que entre l'Afrique et la France, c'est une exploitation. C'est-à-dire quoi? La France forme des pays africains à être des réserves. C'est comme vous avez les 2 pouces par exemple. Je vous donne cette information. Ceux qui ont été admis à la fonction publique ici au Mali doivent aller faire leur formation militaire. Donc tous les fonctionnaires dorénavant au Mali doivent faire une formation militaire. La France, il faut constituer des forces de réserve. En fait, c'est ce que ça veut dire. Les militaires savent ce que ça veut dire. Au cas où l'armée venait à être dépassée, au cas où la France venait à être dans une 3e guerre mondiale ou 4e guerre mondiale, il faut avoir ces armées africaines formées en langue française, formées au code de combat français pour aller défendre la France. Mais la France ne forme aucune armée africaine pour faire face à des menaces africaines, pour faire face à des menaces françaises en Afrique. Donc il n'y a pas cela. Dites-vous que ça fait combien d'années que la France est en train de former les armées africaines? Mais ça fait 60 ans que nous sommes dans ces sites, mais ça n'a jamais marché. Donc, plus de 50 ans, on est en train de vous former. Quel genre de formation ça? Ça ne finit jamais. Regardez la coopération militaire entre le Mali et la France. La France est revenue ici en 2013. D'ailleurs, la France est là, ça fait déjà plus de 30 ans militairement. La France est revenue officiellement en 2013. Mais depuis 2013 jusqu'à 2022, le Mali étant face à plusieurs menaces. Qu'est-ce que la France a pu donner au Mali? Rien. Pas un seul char de combat. Pas un seul hélicoptère de combat. À plus forte raison d'avions de chasse. Rien d'autre. Mais avec les risques, nous avons combien d'hélicoptères maintenant? Nous en avons à peu près 8 hélicoptères de combat maintenant. Des avions de chasse arrivent. Nous avons des radars. Nous avons des systèmes de défense. Ceux qui se plaignent, ceux qui sont pressés de dire, mais avec toute cette montée, pourquoi vous ne contrôlez pas actuellement le Mali? Mais comprenez que les cancers rouges au Mali, c'est plus de 10 ans. Donc ce n'est pas en 6 mois que vous allez soigner tous ces cancers. Nous sommes en train de monter en puissance, nous sommes en train de récupérer les territoires. Et n'oubliez pas que le Mali aujourd'hui est en train d'affronter non seulement les terroristes que la France avait mis à disposition contre le Mali, mais les terroristes de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent ici en grande partie. Nous en tuons certains qui sont burkinabés, certains qui sont ivoiriens, d'autres. Donc, avec la France, il n'y a pas de partenariat militaire. Peut-être que nous, au plateau, n'avaient pas compris mon discours quand j'ai dit leur principal problème aujourd'hui, c'est la Russie. Leur finalité, c'est l'Afrique. Mais ils ont la principale cible, c'est la Russie. Parce que pourquoi?
Parce que pour eux, la Russie aujourd'hui est en train de gâcher la fête. Parce que sans la Russie, pour eux, c'est le droit de veto de la Russie aujourd'hui qui permet à des pays comme le Mali de tenir tête à la France. Que c'est la Russie aujourd'hui qui permet cet éveil des peuples. Que c'est la Russie qui fait que des pays comme l'Iran sont en train de se doter de réelles capacités nucléaires. Que c'est grâce à la Russie, c'est parce que la Russie a son droit de veto. Que la Syrie empêche une continuité territoriale entre l'Israël et l'Arabie Saoudite, entre l'Israël, la Turquie. Mais bien sûr, c'est parce que la Russie est là pour eux. La Russie est en train de casser la charte de l'impérialisme. C'est pourquoi la Russie est leur principal cible. Pour eux, quand ils parviennent à détruire la Russie, à mener un homme comme Navalny, qui est à la solde à la tête de la Russie, ils vont faire perdre à la Russie son droit de veto. Et avec la Russie, la Chine va partir avec. Et si cela est le cas, ils auraient le droit d'intervenir où ils veulent, et nous autres Africains, parce que selon eux, ils nous ont maintenus dans un fossé tel que si ce n'est pas l'ingérence de la Russie, si ce n'est pas Poutine, nous ne pouvons pas nous en relever. Puisque non seulement ils ont détruit nos armées, non seulement ils nous tiennent politiquement, mais ils ont même détruit nos cultures, nos modes de vie. Parce que pour eux, ils ont mis l'Afrique à des années-lumière pour atteindre les dégâts qu'ils ont commis. Donc la Russie, c'est un raccourci aujourd'hui pour l'Afrique, non pas seulement l'Afrique, mais pour l'Iran, pour le reste du monde, de la concurrencer. C'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, pourquoi que ce soit le Cameroun, le Mali, l'Algérie ou autre, c'est parce qu'il y a la Russie qui est là. Donc leur cible, bien sûr, il s'agit de casser la Russie, qui est un partenaire fiable aujourd'hui au niveau de l'armement, contrairement à la France. Donc la France voulait nous endormir. La France a endormi les peuples africains. Et pour la France, il fallait nous maintenir dans cet état, nous maintenir dans ce sommeil pendant des siècles encore. Mais la Russie, avec la Russie, l'Europe est en train d'assister à un réveil brutal. Beaucoup pensent que l'Europe ne comprend pas que le monde change. Bien sûr, l'Occident comprend que le monde change. Mais l'Occident ne sait pas comment remédier à ces changements du monde. C'est ça le problème. Ils sont en retard. Ils n'ont pas vu cela venir. Ils sont en retard dans leur propre système. Ils sont pris dans leur propre piège. C'est comme si vous voyez quelqu'un avancer, vous n'avez aucun moyen de l'arrêter. C'est ce qui arrive à l'Europe. Quand vous voyez Macron marcher à l'effet de costume de veste, mais il est traumatisé. Au Cameroun, il a été traumatisé, même au Bénin. Beaucoup ne comprennent pas quand les journalistes bénin lui demandent quelle aide il peut apporter au niveau militaire. Mais c'était une façon de dire à la France que vous n'êtes pas fiable, que votre partenariat là c'est de l'exploitation. C'est ce que Macron aussi a compris. Donc nulle part ces gens-là ne sont en repos, ils ont des palpitations, ils sont malades, ils ne comprennent pas. Beaucoup ont parlé, pour terminer, M. Fabrice, d'une question d'organisation. Mais bien sûr, c'est là que l'Occident est en train de jouer. C'est là, mon frère du Comore a parlé d'agenda africain. C'est là que l'Occident est en train de jouer. Et c'est là que l'Occident veut faire mal. Parce que qui peut nous permettre de nous organiser? Qui peut nous permettre de nous retrouver facilement? Ce sont les politiques. Il faut que le président du Mali accepte de signer un accord bilatéral, par exemple, tout de suite avec le président du Burundi, avec le président du Cameroun, avec le président de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous avez à la tête de la Côte d'Ivoire un président qui va dire niet et qui va mettre son droit de veto dans l'organisation régionale pour nous bloquer. Parce que l'Occident veut nous tenir politiquement. Ils ont leurs hommes à la tête de beaucoup d'États. C'est là toute la difficulté. C'est là que nous ne parvenons pas à nous retrouver. C'est cette difficulté qu'il faut sauter d'abord. C'est ces verrous qu'il faut sauter. Il faut enlever au maximum des pions de l'Occident à la tête des États africains. Il faut dépasser certaines barrières. Dire que ceux-ci sont de l'Afrique centrale, nous de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi chez nous? Ça n'existe pas. Ceux-ci sont chrétiens, d'autres musulmans. Ça n'existe pas. Chez eux, là, les Italiens ne parlent pas la même langue que les Français. Les Espagnols parlent la même langue. Et les autres parlent la même langue. Mais ils se retrouvent, les Allemands. Ils se retrouvent, ils parlent le même langage politique pour nous exploiter nous autres. Qu'est-ce qui nous empêche de parler le même langage politique pour contrer l'agression, en tout cas, à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui? C'est de cela qu'il est question. Essayons de nous retrouver, et pour nous retrouver, il faut avoir des outils qui puissent nous permettre de nous retrouver. Et ces outils, bien sûr, il s'agit de présidence des États africains. Il faut que la Russie aide les panafricains à récupérer beaucoup de ces États. Merci.
Diawara. Saïd Larifou, en une minute, vous avez donc clairement suivi les uns les autres. Je crois que vos inquiétudes tout à l'heure quant à l'unité des peuples que vous avez d'ailleurs souhaité, certes, cette dynamique-là est en marche. Les uns les autres vous ont clairement apporté certaines garanties, notamment Souleymane Hamza du côté du Bénin, mais surtout Général Issa Diawara du côté du Mali. Encore plus ici sur le plateau central, Patient Parfendom, mais surtout Maître Janvier Momo. En un mot, Saïd Larifou, puisqu'on est en train de sortir une minute, si possible, est-ce que vous êtes clairement satisfait au vu de ce que vous avez écouté des uns et des autres? Votre micro Saïd, s'il vous plaît, votre micro. Oui, je suis satisfait. Hein. Je suis satisfait, je sais qu'il y a des initiatives, je le sais, puisque je suis sur le terrain. Au Mali, j'ai déjà été à plusieurs reprises avec des frères panafricains venant de différents pays. Nous nous sommes retrouvés au Mali après l'arrivée au pouvoir des militaires. Nous avons mobilisé 30 pays, délégation de 30 pays venant de toute l'Afrique. Nous nous sommes retrouvés au Mali. Nous avons célébré l'indépendance, 60e indépendance du Mali à Bamako, à la place de l'indépendance. Je sais qu'il y a une prise de conscience. Et je sais qu'il y a différentes organisations qui sont depuis longtemps activement engagées. Sur place, nous avons vu des grands frères qui sont des panafricanistes engagés, qui sont tout à fait disposés à donner corps à cette initiative, à cette vision, etc. Mais ce que je tenais à dire, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'initiative. Je me suis dit tout simplement qu'il était temps que les différentes forces se retrouvent dans le cadre d'une démarche commune. Puisque lorsque vous parlez du panafricanisme, par exemple en Afrique de l'Est, bon, il y a des organisations qui luttent dans le même sens, mais nous avons du mal à monter jusqu'en Afrique de l'Ouest pour parler d'une seule voix. Bon, donc, je pense que, et mon vœu, je ne suis pas le seul, c'est de parvenir à des actions concrètes, vous voyez, et pour pouvoir justement relever les défis immédiats auxquels nous sommes tous concernés, impliqués. Là, par exemple, bon, moi je parle des choses concrètes, puisque je suis très pragmatique. Lorsque je vois ce qui se passe en ce moment au niveau des migrants, de nos frères africains qui périssent en Afrique, et lorsque je vois, par exemple, le problème des passeports, ça a été évoqué tout à l'heure par un de mes grands frères. C'est une triste réalité. Une fois, au procès de Sankara, président Sankara, je voulais me rendre en Guinée, Conakry, je n'ai pas pu me rendre en Guinée, puisque bon, il fallait un visa, je ne savais pas, je pensais que c'était évident. J'ai annulé le déplacement en Guinée, Conakry, puisqu'il fallait le visa. Lorsque vous êtes à Madagascar, vous voulez vous rendre comment? C'est pas possible, puisqu'il vous faut un visa et qui coûte très 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 cher, alors qu'on est dans les mêmes régions, la même sous-région, vous voyez. Bon, donc, il y a des faits, il y a des situations qui nécessitent sans doute, puisqu'il faut des études au préalable, qui nécessitent effectivement, comme ça a été dit, une forme de prise de conscience, une démarche sans doute de communication et d'information. Mais si nous ne anticipons pas non plus, bon, il y a des faits, il y a des crimes qui sont commis, nos petits frères et sœurs en sont victimes au quotidien. Au quotidien, on sont victimes au quotidien. Et peut-être parce que je suis en contact avec ces tristes réalités africaines et que cela me fait très 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 mal, puisque je suis en contact permanent, vous voyez, avec nos frères qui sont pris des migrants alors qu'ils sont en Afrique. Bon, en tant qu'avocat, bon, je pense qu'il y a certains confrères qui sont sur le plateau. C'est un exemple pour vous dire que on est pris effectivement par des extrêmes urgences. J'étais au Kenya, à Nairobi, je défendais des sœurs et des frères comoriens. Les sœurs comoriennes comparaissaient devant une juge, donc une femme. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient passer par le Kenya, aller au Maroc et puis venir en Europe. Ils ont été poursuivis, menottés, elles ont comparu menottées devant une juge africaine. Lorsqu'on m'a demandé de prendre la parole, j'ai dit, écoutez, je ne prendrai pas la parole, puisque j'ai l'habitude de malmener les magistrats en Europe et de les traiter de tous les noms. Il est hors de question pour moi de défendre une Africaine en Afrique pour une histoire soi-disant.
une histoire soi-disant des traites humaines alors qu'elle fut une dictature pour aller de je ne sais pas où. Donc c'est déjà une double peine, je le redis, c'est déjà une double peine. Bon, donc il est hors de question pour moi. En plus, je suis en face de moi, j'ai une magistrate africaine. Et vous jugez des femmes africaines. J'ai dit non, moi je refuse. J'ai quitté la salle d'audience, je suis parti, elle était obligée de les libérer. Bon, donc, vous voyez, ce sont des faits qui nous interpellent, nous les Africains, qui demandent sans doute des études, des démarches, puisqu'effectivement, si vous menez une action et cette action n'est pas comprise par ceux au profit de qui vous travaillez, bon, c'est voué à l'échec. Merci à vous, Saïd. Merci. On a donc, mon appel, en 30 secondes. Voilà, et ce sera ma conclusion. Et mon appel, c'était juste pour voir dans quelles conditions, si cela existe déjà, tant mieux. Et nous serons dans nos organisations respectives, nous demanderons à adhérer à ce qui existe déjà pour donner encore plus de dimensions, plus de relief à ce qui existe déjà. D'accord. Bon, je serai le premier demandeur. D'accord. Et juste après l'émission, il y aura une séance de travail avec Patient Parfum d'Homme sur ce plateau. Cette fois-là, il ne reste, monsieur, qu'à vous remercier parce que le temps à nous imparti est largement, j'ai envie de dire, est à temps. Célestin N'Djamène, président du parti à part, c'est au Cameroun. Ce fait un réel plaisir que de vous avoir, Célestin, dans le cadre de cette édition du débat panafricain de janvier. Momo, merci infiniment pour vos contributions. Patient Parfum d'Homme, Suleiman Hamzat, très cher monsieur, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain. N'oubliez pas, la deuxième partie, c'est juste après moi avec Aboubakar Mouchidi qui reviendra certainement avec d'autres sujets majeurs. Le débat panafricain dans sa première partie, c'est donc terminé.